Bonjour, bonsoir. On commence une nouvelle partie de radiologie, la partie du professeur Moussali, qui va s'intéresser à la radiologie du thorax. Donc d'abord, son premier cours va s'intéresser à la radiologie standard ainsi que les éléments normaux, l'anatomie normale qu'on doit remarquer. Ensuite, on va voir les pathologies les très fréquentes ainsi que comment les dépister lors des examens radiologiques. Donc on commence. Donc premièrement, nous allons voir la radioanatomie du thorax. C'est pour cela une connaissance fondamentale de l'anatomie normale est importante afin d'être capable de comprendre ce qu'on va voir. Donc pathologies cardiopulmonaires sont très fréquentes, surtout en urgence. Vous vous rappelez très bien les douleurs, le pied en origine cardiovasculaire, les autres, l'origine pulmonaire, les défaillances, œdème aigu du poumon, etc. Les exemples sont plusieurs, dyspnée. Donc nous, afin de dépister la cause, l'imagerie constitue un moyen très efficace d'éliminer plusieurs diagnostics. Donc il existe la radiographie standard, le cliché de face. Il existe aussi TDM, l'IRM, l'échographie, scintigraphie, biopsie, etc. Mais ce qu'on va s'intéresser principalement à faire, c'est la radiographie standard du thorax, parce que c'est un examen très facile, rapide et peu coûteux. Ça veut dire qu'on peut facilement faire l'exploration du thorax à l'aide de la radiographie. Les objectifs, bon, rappel anatomique, il faut savoir la paroi diaphragme du thorax, le contenu où se trouvent les organes, les poumons, les plèvres, le médiastin, les îles, etc. Un petit rappel concernant l'anatomie, vous vous rappelez les corps vertébraux, le sternum, etc. Le diaphragme en bas. Ensuite, le contenant, c'est le cadre osseux. C'est la paroi du thorax. Ensuite, à l'intérieur de la paroi du thorax, on trouve les organes, notamment les deux poumons, centrés par le médiastin. Le médiastin où on trouve le cœur, les gros vaisseaux, l'œsophage, la trachée, etc. Contenu, voilà, comme vous remarquez ici, le poumon, le île pulmonaire. Le poumon droit, il a trois lobes. Le poumon gauche a deux lobes. Vous vous rappelez de cette subdivision anatomique. Et une segmentation pulmonaire très très importante afin d'être capable de classifier les différents syndromes bronchiques et la couverture pleurale, la plèvre pariétale, viscérale, vous vous rappelez de ça. Voici un rappel anatomique, un rappel des lobes, lobe supérieur droit, lobe inférieur droit, lobe moyen, lobe supérieur gauche, lobe inférieur gauche, etc. La segmentation, on divise le poumon en plusieurs segments, ce qui a un lien avec la subdivision bronchique, les branches segmentaires. Il suit la même subdivision, comme vous le remarquez ici. 10 segments, les deux poumons, de 1 à 10. Le contenu, c'est le médiastin, à l'intérieur aussi, les poumons et le médiastin. On distingue le cœur, les gros vaisseaux, l'œsophage, la trachée, etc. Les voies lymphatiques. Donc voilà un rappel, le cœur, l'œsophage, la trachée, les gros vaisseaux, notamment l'aorte et l'artère pulmonaire, et les veines caves. Donc c'est très très important le contenu. Espace extrapleural, ça veut dire que se trouve à l'extérieur des poumons, entre les poumons. Il contient le cœur et les gros vaisseaux, le système azygos. Juste un petit rappel, est-ce que vous savez qu'est-ce que veut dire azygos? Unique. Unique, très bien. Il s'appelle azygos parce que nous n'avons qu'un seul de chaque côté. Vous vous rappelez, le côté droit, nous avions grand azygos, la veine grand azygos. Le côté gauche, nous avons l'hémi-azygos, azygos accessoire, etc. Nous n'avions qu'une seule. Azygos, c'est un mot qui signifie unique. Les voies lymphatiques, trachée et branche, la loge chimique, l'œsophage, la graisse et les nerfs. Et bien sûr, en continuité avec le cou en haut et l'abdomen en bas. Voilà, voici un schéma représentatif du médiastin. Voici le cœur avec son péricarde, avec ses gros vaisseaux, l'artère pulmonaire, bon, l'artère pulmonaire, la veine cave supérieure, la veine cave inférieure, comme vous le remarquez, les veines pulmonaires, l'aorte postérieure qui paraît à peine, et l'artère pulmonaire. Vous remarquez le début du tronc artère pulmonaire et sa division, ainsi que la trachée, l'œsophage et les autres constituants du médiastin. Les méthodes d'imagerie sont plusieurs, notamment soit la radiographie standard, la TDM, le scanner, l'IRM, l'échographie ou bien l'opacification. Donc ce sont des techniques d'imagerie qui chacune occupe une place importante et des indications bien définies.
Ça veut dire que lorsqu'on suspecte par exemple un pneumopéritoine, pneumothorax, un pneumothorax, la radiographie facilement peut la dépister, par exemple. Et dans d'autres pathologies plus difficiles à voir, là, leur indication dans ce cas, c'est l'IRM par exemple. On peut aussi faire la biopsie, drainage, prothèse, embolisation et la radiofréquence. Donc, parmi ces imageries, la première dont on va étudier, c'est la radiographie du thorax. Donc, la radiographie du thorax, c'est un examen de routine, un examen facilement réalisable, rapide, qui est devenu très démocratisé. Document statique, donc c'est une image à un instant T bien défini, ce n'est pas comme par exemple le scanner. Bon, le scanner c'est statique, mais bon. Ce n'est pas comme les imageries dynamiques. Donc, en plus, il y a des conditions standardisées permettant la comparaison de clichés successifs. Donc, lorsqu'on parle de conditions standardisées, ça veut dire qu'il existe des critères de validité pour vérifier qu'on a respecté ces conditions. Qui peut me rappeler l'une des conditions pour prendre une radiographie du thorax? Là, donc les critères de qualité, les conditions. Apnée. Apnée, ou les inspiration profonde ou l'expiration profonde? Inspiration profonde. Inspiration profonde. Elle est prise en apnée, les omoplates bien dégagées, donc l'individu il croise les bras vers le haut. Vous vous rappelez donc les conditions pour prendre l'image. Et ces conditions, bien sûr, rappellent la radiographie, tube à rayon X, détecteur. Donc on prend du postérieur. Ça veut dire que le tube il se trouve derrière le patient, pas devant lui. C'est très important. Aussi un rappel, tube, les bras croisés, bon, c'est un exemple, mais c'est pas grave, tube, détecteur, patient debout et prise en apnée qui me dit inspiration profonde afin d'être capable de voir le sixième espace intercostal, le sixième côte sur l'empreinte de la sixième côte minimum lors de l'inspiration profonde. Donc, comment évaluer la qualité? Bien sûr, nous avons des critères de qualité très importants. Donc, dites-moi, avant de commencer à interpréter une radiographie, la toute première question, c'est est-ce qu'il est valide? Et pour savoir s'il est valide, il y a un ensemble de règles, de conditions à vérifier. Lesquelles? Qui m'a dit, عاودهم ياسين. شوفوا لي الكلافيكول Bien centré, normalement pénétré, Centré, l'apex normalement est bien pénétré, apex dégagé, bien dégagé, bien les dégagé. omoplates au moins, les omoplates dégagées, le l'apex cul-de-sac bien diaphragmatique, visible. c'est vrai qu'on Les voit. cul-de-sac diaphragmatiques doivent apparaître clairement, sauf s'il y a une pathologie. On va dire que Très bien. sixième côte, Très bien. diaphragme. Voilà, c'est tout ce qu'on a. L'incidence, bien sûr, l'incidence est très importante, ça dépend d'elle où se trouve ce qu'on veut chercher. Est-ce que petit postérieur, antérieur ou bien antéro-postérieur, ça dépend de l'individu, comment il se tient, et ça nous donne des imageries légèrement différentes. Voici un exemple de ce qui se passe. إذا قلبنا داك خونا قدام الديتيكتور تقلب. Ça veut dire dire postérieur, dire antérieur, ou إذا قلبناه. L'image, elle diffère. Donc regarde ici. Le tube, normalement, il est derrière le patient. Mais s'il se trouve devant, on aura une imagerie différente. Et si nous avons une imagerie différente, ça peut nous mener en erreur. Parce que nous, تعودنا على l'interprétation de cette image لتحت, n'est-ce pas? Donc avant de conclure hâtivement une cardiomégalie, parce que regardez le cœur, la région qu'il occupe, il faut d'abord faire attention à l'incidence de la réalisation du cliché. Elle aussi, elle est importante. Parce qu'elle peut faire varier l'apparition de certaines structures. Donc l'incidence de face, le patient il est en debout, il est face contre le détecteur, ça veut dire que son dos, il est هو اللي كيطل على l'émetteur. Et son thorax, il est plaqué sur le détecteur. Il est pris en aspiration profonde et les omoplates dégagées. La technique rayon postéro-antérieur. Donc les critères de qualité, bien sûr, visualisation des apex bien dégagé, bien visible. Regardez l'apex des poumons. Apex bien dégagé, donc deux premiers espaces intercostaux visibles, premier, deuxième, comme vous remarquez. Côte, c'est clavicule. Là, c'est clavicule, désolé. Donc, le premier espace intercostal, le deuxième. واحد جوج. Regardez ici. Et extrémité interne des clavicules symétriques. Regardez ici. Clavicule symétrique. Bien centré, ça montre que c'est bien centré. Et visualisation d'au moins 5 arcs costaux antérieurs, idéalement 6. Ça témoigne de l'inspiration profonde. Donc à l'intérieur de la clavicule, regardez, 1, 2, arcs costaux, 1, 2, 3, 4, 5, et même le sixième en bas. Donc ça a été pris en inspiration profonde.
Ensuite, normopénétré, bien centré, etc. Vous le connaissez très bien. Normopénétré, ça veut dire que les vertèbres en haut, elles sont bien visibles. Celles en bas sont moins visibles. Et les vertèbres cardiaques sont à peine visibles, sont à peine distinguables. Donc, visibilité du niveau hydro-aérique, de la poche aérogastrique gauche, ça nous permet l'orientation. Une autre chose. Lorsque vous regardez cette poche, le fundus, ça, وفين هو داك التخيل اللي كيكون اغوش تخيل كيكون gauche كيفين تيكون ادروات هذا فين ادرو داك لا لين هذيك لا لين هنايا ça montre c'est aussi un critère d'orientation mais واش تقدر تعول عليه هو c'est difficile à voir est-ce que tu le vois هذيك لا بوتيت سيكتور هذيك. techniquement il existe oui il devrait exister quelque part mais le fundus est plus facile à repérer c'est bon اون جينيرال اورينتاسيون كتعول على لا فانديس والبوطون اورتيك. le bouton arctique voilà وبعض المرات لا لين فينوز اللي كتكون ادروات اغوش حتى هي كتبان بعض المرات. donc omoplate dégagée comme vous le remarquez ici les omoplates l'os omoplate ne rentre pas dans le parenchyme ne rentre pas devant le poumon. Visibilité, bonne visibilité des lignes para-aortiques et para-œsophagiennes. Voici l'aorte. L'œsophage, je ne le vois pas, ça là. Je pense ouais, dès qu'on l'œsophage. Oui. Visibilité de la trame pulmonaire jusqu'à 1 cm de la périphérie. Regardez ici. Voici le hile pulmonaire. Son début est bien visible, mais ensuite il disparaît. C'est ça le cas normal. Vous vous rappelez les stades de la stase sanguine pulmonaire? ان بو Un peu. Quand tu sémiologie cardiaque, stade 1, 2, 3, 4. Donc, non, la لا norme. كيكون عندك كدوز لي زالفيول دي زوديم الفيول Mais si la stase sanguine, c'est le retour veineux. Si le retour veineux ne se fait pas bien, donc la trame sanguine, elle devient visible en apex et la base. Mais normalement, ce n'est que la base qu'on voit, parce que c'est la base qui est bien perfusée par rapport à l'apex. L'apex est bien ventilé. Vous vous rappelez de ces variations anatomiques, de ces variations physiologiques, désolé. Voilà. De la base gauche en arrière du cœur, noircissement correct. Regardez ici, la base du cœur, noircissement correct. Ici. Les vertèbres à peine visibles en rétrocardique. Vous pouvez à peine voir parce que le cœur il les cache. Ce n'est pas comme ces vertèbres qui sont bien visibles. Vous pouvez tracer le contour à peu près des vertèbres en haut. Voilà, voici une imagerie standard, une radiographie standard du thorax. Avec les deux coupoles diaphragmatiques, le cœur, les gros vaisseaux, l'aorte. Je ne peux pas, pour être honnête, distinguer l'artère pulmonaire, le parenchyme pulmonaire, les vertèbres. Et voilà. Voici les autres critères, comme on a dit, bien centrés. Donc on trace une ligne médiane et on ne remarque aucune déviation. Les apex bien dégagés, bien visibles, etc. Donc les critères de validité, on les avait déjà vus. Donc pour étudier maintenant le contenant, nous allons voir courbure par courbure sa signification. Vous vous rappelez, ventricule gauche, ventricule droit, oreillette droite, l'oreillette gauche, on ne la voit pas en profil, en face. Donc on a besoin d'une incidence de profil pour voir l'oreillette gauche. Vous vous rappelez de ça, etc. Donc les structures qu'on peut voir, étudier dans le cas et les anomalies les plus fréquentes. Voilà, bien sûr, on note le nom, l'identité, la date, le cabinet, l'hôpital, etc. qui a pris de la radiographie. Et voilà, comment évaluer, comme on a dit, il y a des critères de qualité, vous les connaissez à peu près toutes. Et l'incidence de profil ensuite, l'individu, il se porte les bras croisés vers le haut, et on prend une image, bien sûr, en aspiration profonde, comme toujours. Profil gauche, bras au-dessus de la tête, en aspiration profonde, où on voit visualisation des apex et des cul-de-sac. Bonne aspiration, les cul-de-sac pleuraux postérieurs doivent être bien clairs aussi. Et profil strict, bonne visualisation des corticales sternales. Donc on peut voir le sternum, l'intérieur, etc. La partie intermédiaire, la partie moyenne, la corticale. Et finalement, on peut voir les autres constituants qu'on ne voyait pas en radiographie standard, comme l'oreillette gauche, où vous pouvez voir l'aorte descendante, etc. Donc voilà l'incidence de profil. On peut voir la crosse aortique. Voici cette opacité courbée. L'artère pulmonaire gauche. La fenêtre aortopulmonaire. Voici cette région-là. Fenêtre aortopulmonaire. Qui elle va être opacifiée, par exemple, lors d'une fistulation. Persistance du canal artériel, par exemple. On peut voir aussi l'artère pulmonaire droite. Les deux artères pulmonaires lors de la subdivision. On peut voir l'oreillette gauche. Elle n'est visible que lors du profil, ou bien lors de l'hypertrophie, elle apparaît dans
dans le face et le ventricule droit. Donc voici un autre examen qui montre l'autre côté. Voilà, regardez ici cette crosse Et là, aortique. Crosse aortique. Je ne remarque rien d'autre pour être honnête. Voici, il y a des problèmes à l'oreillette gauche, ventricule droit encore une fois, les vertèbres, la corticale du sternum. Corticale du sternum, c'est cette partie intermédiaire. Le rachis, bien sûr. L'œsophage probablement هو هذا غادي هابط etc. هو غادي هابط لتحت ولتحت كيولي aérique حيت c'est de l'air lorsqu'il se rapproche de l'estomac il va oui. On peut aussi faire des incidences complémentaires, les incidences des sommets seulement, les clavicules projetées au-dessus des apex, bonne visibilité seulement des deux sommets. On peut faire des examens dynamiques cette fois. Ce n'est pas une seule image statique mais plusieurs images à la fois, pris en inspiration et expiration forcée. On peut prendre une incidence, une décubitus, donc l'individu, au lieu d'être debout, il est assis, il est allongé. On peut prendre des incidences obliques, oblique antérieure droite, oblique antérieure gauche, ou bien le thorax osseux. C'est une basse tension, c'est une méthode de radiographie spécifique pour étudier le cadre osseux et la paroi. Donc ces incidences sont complémentaires, on ne les demande que dans des cas spécifiques. C'est bon? La radiographie standard DFF ما ديرش فيها c'est juste une méthode ديال la radiographie كيفاش كدار DFF c'est بحال واحد البارامتر. La radioanatomie maintenant. Donc qu'est-ce qu'on va voir? L'étude du contenant. Donc le squelette osseux, on peut voir les côtes, les vertèbres, clavicules, les deux clavicules, les omoplates et le sternum. Donc ce sont tous les os qu'on peut remarquer. Les parties molles, on peut voir la graisse sous-cutanée, c'est cette légère opacité diffuse, les ombres mammaires, bon, je pense. Bon, les muscles pectoraux et les mamelons. Donc le contenant normal de la radiographie. Si nous avons un problème, ça serait plus problème spécifique de cette région. Et l'aura la caractéristique d'elle. On peut voir le diaphragme, bien évidemment, les deux coupoles diaphragmatiques, droite et gauche. On peut voir ici la même chose, les contenus du médiastin, la crosse aortique, l'artère pulmonaire, la crosse aortique et cet espace de vide entre les deux. Le cœur, l'oreillette gauche et le ventricule droit. Ensuite, bien sûr, le vertèbre, oesophage, le tube, etc. L'étude du contenu, les poumons, le médiastin, les îles pulmonaires et les plèvres. Donc les plèvres, lors des atteintes, on peut les voir plus clairement. Voilà, rappel anatomique des poumons. Donc voici le contenu du médiastin comme toujours. Le parenchyme pulmonaire, le île au début, qui est bien visible. Les poumons et les plèvres. Les plèvres, elles sont ici. Elles sont intimement collées aux poumons. Elles n'ont pas de visibilité à ce niveau-là, mais lorsqu'elles seront altérées, nous allons voir des atteintes. La subdivision segmentaire, comme toujours, le poumon est divisé en 10 segments. Voilà le médiastin. Donc la trachée, c'est un cylindre clair, supérieur, comme vous le remarquez ici. Cet aspect-là, il y a la trachée. Ensuite, les bords, qu'est-ce qu'on va voir? Les courbures. Donc le bord droit supérieur, l'arc supérieur, c'est la veine cave. Supérieur. L'arc inférieur, c'est le réunissement des deux veines caves au niveau de l'oreillette droite. Donc vous le remarquez ici, c'est ici où les deux veines caves vont se réunir au niveau de l'oreillette droite. Donc c'est la courbure de l'oreillette droite. Le bord gauche, on remarque plusieurs arcs. L'arc supérieur, moyen et inférieur. Et chacun, il devra faire référence à quelque chose. Donc le bord gauche inférieur, c'est le ventricule. Le moyen, il sera dévié en cas d'hypertrophie auriculaire gauche, et le supérieur c'est l'aorte. Donc lors de l'anévrisme de l'aorte, on va remarquer cette partie dilatée par exemple. Donc on doit remarquer ces courbures à la recherche de déviation ou bien hypertrophie anormale, soit de l'oreillette droite, ventricule gauche, auricule gauche, etc. نعم الوقت اللي كنمشي مشكل صافي مزيان. Ensuite, on peut calculer l'index cardio-thoracique. C'est quoi l'index cardio-thoracique? C'est un index où on compare la longueur du cœur par rapport à la longueur du diaphragme. Pourquoi cet index existe? C'est un bon index pour dépister les cardiomégalies, si le cœur est plus grand que la normale. Donc comment on calcule cet index? Donc on trace une ligne médiane, comme vous le remarquez ici, et on mesure la distance entre la ligne médiane
et la courbure inférieure droite et la courbure inférieure gauche, A et B. Et la somme de ces deux distances, on la divise sur la longueur du thorax. Et si le rapport est supérieur à la moitié, 50% à 0,5, ça veut dire que le cœur est plus grand que la normale. Autrement dit, il s'agit d'une cardiomégalie. C'est bon? Oui. Donc c'est un indice très, très intéressant et très utile qu'on peut facilement calculer pour dépister une cardiomégalie, pour la trouver facilement. Bien sûr, le médiastin, il existe des modifications physiologiques avec l'âge. Comme vous le remarquez ici, les courbures, elles peuvent être longilignes, ça veut dire aplaties, et brévilignes, elles peuvent être, désolé, longilignes, هي بحال شي مبعزين ولكن طوال. Brévilignes, elles sont courbées, parce qu'elles sont aplaties et petites, comme vous le remarquez ici. Le thorax, il est aplati, et les courbures sont plus remarquées. Vous regardez ici. Et regardez chez cet individu, le thorax, il est étendu. طويل, ماشي عريض. Donc les courbures sont moins exagérées. Ce sont des modifications physiologiques dues à l'individu, comment il est. Est-ce qu'il est grand de taille? Est-ce qu'il est âgé? Est-ce qu'il est est-ce qu'il est surpoids, etc. Donc ce sont des modifications normales de l'aspect du thorax en radiographie standard. C'est bon? دابا ياسر على حساب واش اوبيز ولا سميتو ولا ماكر ولا زعما على حساب لاج عاوتاني. على حساب le poids, la taille et l'âge. Un individu comme ça, عيقت شوية, mais un individu comme ça n'aura pas la même radiographie de thorax que quelqu'un comme ça. Le thorax, il aura cet aspect, alors que chez cet individu, le thorax est plus étiré, en quelque sorte. Donc les courbures, au lieu d'être sous cette forme chez cet individu, elles seront un peu plus longues, longilignes. L'aspect, il diffère en fonction des individus. Donc le contenant, on distingue plusieurs lignes. Nous allons voir ligne par ligne sa signification. Donc d'abord, nous avons la ligne paratrachéale droite, donc dans la région où il y a cette opacité, cette clarté qui témoigne de la trachée. On distingue la ligne paratrachéale droite qui nous intéresse beaucoup parce que c'est là où il y a la clavicule. Donc là, s'il y a une atteinte par exemple le thymus, on peut la voir, on peut la dépister, etc. Donc cette région est très très intéressante pour pouvoir voir les atteintes de médiastin haut, le haut médiastin. Vous vous rappelez? Non? وقال تيغويد ماشي تيميس. لا تيموس تيغويد ما كيبانش في الثوراكس. تيغويد كاينه في لو كو. الا كان عندك سميتو ان هيبرتيغويدي ولا اون نودير تقدر تفهم. لا ce n'est pas vraiment ça. حيت التيغويد اذا كانت ان غواتر بلونجون راه فهمتك على شنو كنهضر, غيبان لك جاي من الفوق وهابط. مي كيك شوز كي ني ا سو نيفو لا c'est surtout le thymus ou bien les angiomes. On va les voir. Les angiomes, les nodules ou les vaisseaux lymphatiques. Donc, c'est la trachée. Vous vous rappelez, on se basait sur quoi pour diviser le médiastin? La carène. Très bien, la division de la trachée. La carène nous donnait le médiastin antérieur, postérieur, antéro-supérieur et antéro-inférieur. Et ce qui se trouvait derrière la trachée était le médiastin postérieur. Vous vous rappelez de cette subdivision? Donc, la ligne paratrachéale, elle nous permet de voir surtout les atteintes en ce qui concerne le médiastin antéro-supérieur. Ensuite, on avait la ligne médiastinale postérieure, et là en forme d'Y entre le rachis, en arrière, et l'œsophage. Donc, vous regardez le rachis et un Y et qui va vers le devant. Donc c'est juste une autre ligne médiastinale qui peut nous intéresser dans certaines pathologies. On a la ligne médiastinale antérieure cette fois, en forme de Y, qui se trouve entre le sternum et le médiastin. Le sternum et le médiastin, donc ce Y, il témoigne. Et il se trouve dans la partie antérieure. Bon, l'intérêt d'Yelhum, à notre niveau, ce n'est pas, on va pas voir la pathologie, mais tout de même, ils seront déformés dans certains cas. Parce que regardez ici, vous pouvez, bon, mais imaginez
que lors d'une pathologie, ce Y sera déformé. Ou bien cette ligne, elle sera déformée ou bien déviée. On peut voir la ligne para-aortique, toujours visible, ce bouton aortique. On a la ligne para-azygos, c'est la veine azygos droite qui vient se déjeter vers la veine cave supérieure. La ligne para-œsophagienne, qui suit l'œsophage et descend vers le bas. On parle alors de ligne para-azygo-œsophagienne. C'est toutes ces deux lignes à la fois qui ont une forme de S réunies. Azygos, cette opacité qui est courbée sous cette forme. Et là, on doit remarquer une déviation d'une certaine clarté qui témoigne de l'œsophage qui descend sous cette forme, par là. Il commence par le haut et pour traverser le diaphragme. يعني ensuite الاختار بالمونيغ ما كيبانش لينا تما كيبان غير لازيكوس صح les lignes, ما غتبانش la ligne de l'artère pulmonaire, oui. Et l'artère pulmonaire, elle est antérieure à l'aorte. C'est pour cela qu'il forme une seule ligne réunie. Ensuite, nous avons les lignes paravertébrales, droite et gauche, qui tracent les vertèbres. Et voilà. Ensuite, l'étude du contenu de le médiastin. Maintenant, nous allons voir les poumons, le contenu d'Yalhum, comment on le voit sur la radiographie standard. Comme nous l'avons dit, les îles, seulement le début est visible, normalement. Mais si dans le cas de l'œdème ou une autre atteinte. Les îles, les artères pulmonaires, les veines pulmonaires, on peut les voir au début très opaques. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans le poumon, ils deviennent clairs. Les lymphatiques et les nerfs, normalement, ne sont pas visibles. Et le île gauche est plus haut que le île droit. Regardez ici, il est un peu plus vers le haut. Parce qu'il y a le cœur au niveau gauche. Voici un autre exemple, l'étude des plèvres. Les plèvres, elles sont bien visibles. Dans le cas des atteintes les plus fréquentes, notamment pleurésie ou bien pneumothorax, on va voir leur aspect qui va varier. C'est bon? Oui. Donc voilà. Concernant la radiographie standard, les représentations normales, sans pathologie. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la tomodensitométrie, le deuxième examen qu'on peut demander pour étudier le thorax. Donc, juste pour rappel, la radiographie, toujours la première question qu'on se pose, est-ce qu'il est valide? Et ensuite, on commence à interpréter. On peut d'abord voir les lignes de la normalité, un petit rappel, la petite courbure, le Y postérieur, le Y antérieur, vous le regardez ici, du sternum, l'aorte, le bouton aortique, la crosse de l'aorte, très bien. Ensuite, les lignes paravertébrales. Voilà une petite opacité ici, le île pulmonaire, les deux îles pulmonaires, le début, etc. Donc c'est là où on étudie l'anatomie normale. On va voir ensuite, après, plus tard, cours par cours, les pathologies les plus fréquentes, comment ils apparaissent. Elles sont très, très simples, très faciles. Maintenant, nous allons voir le deuxième examen qu'on peut demander, le TDM, le scanner. Le scanner, c'est comme une radiographie, mais avancée. Parce qu'il nous donne la structure 3D, il nous donne des coupes, et il peut aller en profondeur. Donc, examen de référence grâce à son excellente résolution, progrès constant, donc mode hélicoïdal, multidétecteur, la rapidité et la qualité des images, scanner spectral, meilleure caractérisation. Il existe plusieurs fenêtrages, la notion de fenêtrage qui n'existe pas au niveau de la radiographie. Vous vous rappelez, qui peut me dire un mot sur le fenêtrage? Le fenêtrage غادي يبان لنا ديال سميتو ديال لو بومون غادي يبان لنا كلير افيك لا فاسكولاريزاسيون ديالو وداكشي اللي بقى الاخر غادي يبان لنا كامل اوباك. في الفينتراج Non, ce n'est pas ça. structure par rapport à une autre structure par rapport Très à bien. les cellules. La notion de par rapport est très très importante. Parce que le scanner, on étudie quoi? Quelle est la terminologie du scanner? La terminologie du scanner. Ah, densité. Très bien, la densité. Ah. Donc une structure, elle peut être quoi ou quoi? Hyperdense ou la Très bien. Hypodense ou bien hyperdense ou bien isodense par rapport à quelque chose. Toujours par rapport. C'est très très important. La radiographie standard, on n'a pas de fenêtrage. C'est juste standard. Alors que le scanner, il nous donne des notions de fenêtrage où il compare à quelque chose. La fenêtrage parenchymateuse alvéolaire n'est pas la même chose que le fenêtrage osseux. Ils sont totalement opposés.
C'est pour cela, c'est un petit rappel, on parle de densité avec l'échelle de unité de Hounsfield. Très très important parce que c'est eux qui nous donnent la coloration. نعم أكرم. انا نحاول معاك نشرح الفينيتراج كيف ما كانت شرحها لينا بخوف. مهم. دابا قالت لينا في سميتو دابا في تي دي ام ياك كيكونوا كيف ما قلنا قبيله كيكونوا شي حوايج اللي كيبانوا ايبر دونس وشي حوايج اللي كيبانوا ايبودون ياك دونك بحال هادشي كيتحط في ان شال اونتر بلس 1000 اللي هو لوس و موان 1000 اللي هو لير وما بيناتهم زيرو اللي هو لو. الفينيتراج هو ملي كدير بحال تقول اون ليميت بحال باغ اكزومبل انا بغيت نشوف غير ما بين 5 بلس 500 اي موان 350 في هاد السبيكتر الكبير فهمتي بحال كدير اون ليميت صغيره في ان سبيكتر كبير. هذا هو الفينيتراج. دراري فهمت اش بغيت نقول؟ فهمت. Donc vous vous rappelez très bien, l'unité de Hounsfield, elle allait de moins 1000, ce qui se trouve dans l'air, jusqu'à plus 1000, ce qui est l'os, ce qui est blanc. Et nous, le fenêtrage, le référence, on le place où on veut. Référence, normalement, il se trouve à 0 au niveau de liquide, mais on peut le faire bouger. Donc tout ce qui se trouve en dessous, ou bien qui a une densité supérieure, il sera plus blanc, il sera hyper dense. Et tout ce qui trouve qui a une densité moindre que le référence, il est hypodense. Donc si on fait le référence fenêtrage alvéolaire, à votre avis, il se trouvera où? Fenêtrage parenchyme alvéolaire. Est-ce que se trouvera en bas? Autre question? Si on fait le هاد l'arc هو le référence, هاد الفلاش. Si on fait le fenêtrage parenchyme alvéolaire. Fenêtrage parenchyme alvéolaire. هيطلع moins 1000, très bien. Si nous faisons donc si nous faisons autre chose. Donc tout ce qui se trouve qui a une densité plus élevée, comment sera sa couleur? Hyper dense. Bien. Hyper dense, bien blanc. Très bien. Et le cas inverse, si nous faisons l'os ou la référence, tout ce que se trouve شنو يبان كحل؟ كل شيء غيبان كحل. Très bien. Voilà. Dans ma densitométrie, examen de référence grâce à une excellente intérêt, l'étude morphologique, étude diagnostique et thérapeutique sont très très importants. Le scanner il est très utile. Reconstruction, comme on l'a dit, dans les 3 plans et même en profondeur. On peut aussi faire une reconstruction MIP. الIP هي ماكسيموم تقولها emission Intensity projection. Donc résolution très élevée. Résolution très élevée. Et une étude cardiovasculaire. On peut voir l'étude des vaisseaux, la vasculation, comment elle est. Puisque le scanner, on ne peut pas détecter. Bon, les embolies sont difficiles à détecter en radiographie standard. C'est pour cela que le scanner est bien meilleur pour les voir. Donc les inconvénients, bien sûr, et les contre-indications. Il est ionisant, donc il faut faire très attention. La grossesse. Et surtout, lors de l'injection du produit de contraste, l'insuffisance rénale ou bien l'allergie à l'iode. C'est très 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 grave parce que le produit de contraste, il ne peut pas être éliminé. Ça, il faut faire attention. Et indication à discuter au cas par cas. Le scanner, comme on a dit, il est très excellent, mais on ne l'utilise pas immédiatement. Donc, il nous permet quoi le scanner? Elle caractérise extension des processus, notamment savoir les dimensions des tumeurs, des infections, des kystes, des granulomatoses, etc. Bilan pré-thérapeutique en cancérologie, comme on l'a dit, pour caractériser les dimensions de la tumeur ou bien du cancer, pour étudier les vaisseaux, la pathologie vasculaire dans le mode angioscanner, et évaluation post-thérapeutique pour voir est-ce que le poumon a repris ses fonctions normales, pathologie infectieuse pour évaluer les kystes, les abcès, etc. Guidage des gestes des radiologie interventionnelle, comme par exemple pour orienter nos ponctions, nos biopsies, pour orienter nos aiguilles, etc. Et actuellement, il est aussi utile pour dépistage du cancer des poumons. Donc c'est pour cela, il est très très important de connaître la structure normale du TDM du thorax afin d'être capable de dépister les pathologies les plus fréquentes. Donc voici un exemple de scanner, à quoi ça ressemble. Plusieurs couronnes qui entourent le patient et prennent une imagerie entière dans tous les angles et en profondeur. L'individu, il peut être soit en décubitus dorsal ou bien en procubitus d'une manière complémentaire. Normalement, il est en inspiration profonde
Mais si on veut un examen complémentaire, on peut lui demander aussi une expiration, comme la radiographie. La radiographie standard, elle est en inspiration profonde, mais il existe des examens complémentaires, bonus. Il est pris en apnée. Il permet l'étude de topographie. C'est un examen tomographie en étude des densités du corps humain. Tomographie par densité M, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça là. Donc il nous permet l'étude de structure. Ce n'est pas une étude fonctionnelle, c'est une étude structurale pour voir les structures des organes. Donc l'épaisseur des coupes, injection, on peut parfois injecter les produits de contraste, notamment les produits de contraste iodés, parce que c'est le thorax. Pour l'abdomen, on injecte quel produit? Barité. Barité, très bien. L'IRM, qu'est-ce qu'il utilise? Gadoline. Gadolinium. Gadolinium. Très bien. Et l'échographie, qu'est-ce qu'il utilise? Les gaz. Les produits aériens, très bien. Voilà. Voici un exemple de scanner. Bon. Un exemple de scanner, ça prend plusieurs images TDM du thorax et qu'on peut étudier ou reconstituer structure 3D pour voir l'aspect en profondeur. Et voici la notion de fenêtrage. Regardez la différence. Ici, à votre avis, c'est quelle fenêtre? C'est quelle fenêtre? Médicinale. Très bien, fenêtre médiastinale. Ici, c'est quelle fenêtre à votre avis? Aérien, parenchyme alvéolaire. Très bien. Et si tout paraissait noir, donc c'est la fenêtre osseuse. Voilà, fenêtre médiastinale, fenêtre parenchyme alvéolaire, etc. Donc les fenêtres sont plusieurs qu'on peut étudier afin d'étudier, de dépister le type d'atteinte. Par exemple, si on suspecte par exemple une dilatation des bronches, une fenêtre pulmonaire, parenchyme alvéolaire. Si on suspecte une embolie pulmonaire, on va alors faire la fenêtre médiastinale. Donc la notion de fenêtrage est très utile pour nous faciliter l'interprétation. Voilà, d'autres exemples de fenêtrage, de scanner. Regardez, puisque c'est une reconstitution 3D, on va de bas en haut. Donc on prend une coupe du corps humain en entier. Thorax, abdomen, pelvis, etc. Voilà, le médiastin. On commence du haut, et que vous regardez ici. Et voilà, c'est le foie probablement. Le cœur. اسمحوا لي دقيقة نقص شوية غير sensibilité. Voilà. Donc voilà la fenêtre alvéolaire. Et comme vous le remarquez ici, à droite, tout est blanc. Ça témoigne que c'est un kyste par exemple. C'est quelque chose d'hyper dense par rapport à l'air. Donc c'est probablement un liquide qui s'accumule au niveau. Et puisqu'il est localisé, il peut s'agir soit d'un kyste, ou bien d'un abcès pulmonaire, ou bien d'une tumeur, ou bien de tuberculose. Camelines sont possibles. Voilà, l'interprétation, qu'est-ce qu'on veut chercher? D'abord la normalité, qu'est-ce qu'on voit ici? Antérieurement, on voit le sternum. Comme vous regardez ici, c'est le sternum. À droite, le creux axillaire, le vide. Et postérieurement, on voit le système vertébral avec la moelle. C'est bon? Et ensuite, le contenu médiastinal. De haut en bas, on verra des troncs différents. Mais les plus importants, on doit repérer la trachée, si nous sommes dans le médiastin supérieur, et l'osophage qui est postérieur, un peu plus postérieur. Et si on descend de plus en plus, on verra alors l'aorte, l'artère pulmonaire qui se bifurque, la veine cave, etc. Les autres constituants. Voilà, on descend de plus en plus, et vous le regardez ici, les variations. On descend, comme vous remarquez ici. Donc voici le tronc artériel brachiocéphalique qui descend de plus en plus. L'artère sous-clavière, l'artère carotide postérieure. Donc c'est le début de la crosse. Vous vous rappelez, le tronc artériel brachiocéphalique, où il est droit, et la crosse de l'aorte, en passant de antérieur à postérieur, elle donne trois grandes collatérales. La première, c'est le tronc artériel. Ensuite, l'artère sous-clavière et l'artère carotide primitive gauche. Voilà, voici la crosse de l'aorte, la trachée et l'œsophage qui devient de plus en plus postérieur, la veine cave supérieure qui apparaît aussi, la réunion des deux troncs veineux brachiocéphaliques, vous vous rappelez. Ensuite, la crosse de la veine azygos qui se trouve dans le côté droit, comme on a dit.
la carène. Comme on a dit, la carène, c'est la bifurcation de la trachée. Et c'est elle le rapport pour subdiviser le médiastin. Médiastin antéro-supérieur, antéro-inférieur, etc. Donc ce qui se trouve à l'intérieur de la carène, on trouvera le cœur. On commence à voir le cœur. Et c'est ce qu'on va voir ici. Donc on commence à remarquer le tronc. Les troncs des gros vaisseaux. Ça veut dire qu'on se rapproche du cœur. Regardez ici, l'aorte ascendante, l'aorte descendante et les troncs. L'artère pulmonaire gauche, l'artère pulmonaire droite, la bifurcation, etc. L'œsophage comme d'habitude. L'œsophage postérieurement. Très bien. Ensuite, nous avons l'aorte ascendante, son origine, l'auricule droit et la veine cave supérieure. Comme on a dit, la veine cave supérieure se trouve à ce niveau-là. Donc l'oreillette droite. Ensuite, l'oreillette gauche. L'artère pulmonaire, son origine, se trouve elle aussi à ce niveau-là. Ensuite, la veine azygos, postérieurement, etc. Donc, c'est les constituants qu'on peut remarquer. Et l'aorte abdominale. L'aorte descendante, désolé. L'aorte descendante, qui est postérieure et qui est proche des corps vertébrales. C'est bon? Donc, c'est à peu près les mêmes constituants. Et on commence à remarquer le cœur de mieux en mieux. Regardez ici. Les deux ventricules. Ventricule gauche et le ventricule droit. C'est bon? Oui. Et comme on a dit, regardez ici au scanner l'oreillette gauche, comment elle se trouve. C'est pour cette raison qu'en radiographie standard, on ne peut pas voir l'oreillette gauche. C'est bon? Très bien. Et que le cœur, il est légèrement incliné. C'est un profil. Où est qui vient l'oreillette gauche. Très bien. Voilà. Voici une étude comparative. C'est des différentes méthodes de scanner, différentes images. Voilà. Regardez ici. Les différentes coupes de haut en bas. Donc tout ce qu'on vient de voir, rappelez-vous. Voilà. Ici, probablement, c'est l'œsophage et la trachée. La trachée qui descend de plus en plus et va se bifurquer pour nous donner la carène, les deux branches souches. Regardez ici. Les deux branches souches. Et donc ici, on remarque l'artère pulmonaire qui se bifurque. L'aorte ascendante, l'aorte descendante. Regardez ici. Et ici, c'est la crosse de l'aorte. Vous voyez? Le cœur qui apparaît de plus en plus. Les deux oreillettes qui tracent l'aspect du cœur. Regardez. L'oreillette droite, l'oreillette gauche. Ventricule droit, ventricule gauche. La veine cave supérieure, probablement ici, Yahadi. Etc. C'est bon? Oui. Très bien. Avec le île pulmonaire qui commence à apparaître de mieux en mieux. Parce que en haut, il est bien ventilé, mais mal perfusé. C'est pour cela que c'est hypodense. Mais de plus en plus qu'on descend, la perfusion, elle devient meilleure. Donc l'opacité, elle augmente. La densité, elle augmente. C'est bon? Yes. Très bien. شي ياسين لا بيرفيزيون ما كتكونش مزيانه في لي بومون. Yes. C'est rappel de la physiologie. Les apex sont bien ventilés et mal perfusés. Mal perfusés. الدم كيوصل لهم قل par rapport à la base. La base est mal ventilée. ما كيوصلش ليها مزيان الهواء, mais elle est bien perfusée. Si tu te rappelles, c'était l'effet de l'espace. Espace mort. Espace mort anatomique. Effet espace mort anatomique, c'était supérieur. Et l'effet shunt était inférieur. Shunt, حيت كيوصل ليه. لا بغيتي تعقل عليها عقل باللي الهواء كيطلع لفوق وكاع لي ليكيد كيبغيو يهبطوا لتحت. بحال هكاك. Donc rappel ديال segmentation du poumon. حيت هكا فين كتفرق البنوموثوراكس والبلوريزي كان قال لنا بروف ملي كيتكل واحد Très important. هو Ah, واللي très bien. Voilà un rappel de la subdivision segmentaire des branches. Très très importante à comprendre parce que lors du syndrome bronchique, on va le classifier comme ça. Donc voici des exemples de les coupes, scanner. Donc voilà, ça va. Allah yaj'al barak. Et ici, Hadi, bien sûr, c'est quelle fenêtre? Fenêtrage? Parenchyme alvéolaire. Très bien. Parenchyme alvéolaire. ماشي غير parenchyme وسكت. حيت parenchyme يقدر يقول لك غينال ولا يقول لك شي حاجه اخرى. قول لي parenchyme alvéolaire. لا صاحبي واش نهار الله كيكونوا في Voilà, scanner راه كيدوز على l'abdomen, thorax, pelvis, كيدوز على كل شيء. Donc راه لي فينيتراج راه كاينين بزاف. صح. المهم donc voilà, lobe supérieur gauche et droit, lobe inférieur ensuite qui apparaît et le lobe moyen qui doit apparaître ici parce que le poumon droit intermédiaire. D'accord. متأكد intermédiaire. يس اللي قلت يا خويا المهم 3 lobes au niveau du poumon droit
et deux lobes au niveau du poumon gauche. صافي اكرم قال لي لوب انترميديير هو هذاك عندهم بجوج انترميديير ياك اسمح لي يا اكرم عندك الحق. المهم voilà donc à droite on doit remarquer trois segments, trois lobes, les scissures qui sont tracées ici, et au niveau du poumon gauche seulement une seule et deux lobes. Voilà d'autres imageries. بس Et انا on رجع descend. نلاحظ هذيك اللي فيها لي برونش طلع زيد هادي دابا فين وريك الديفيزا لدو برونش فين كديزا ثلاثة شوف باش ما باش؟ يطيحلكش راك لا حتى شي حاجه خاص ان جور سور دو الغسيل صبر. صافي تهنا داك المشكل نعم نوفل ان جور سور دو لا السوبيريور البرونش لوبير سوبيريور غير كديفيزي ثلاثة والموين اللي لا. كديفيزي جوج. على السوش برونش سوش مالا هي برونش سوش. نعم. هو اللي كديفيزي ثلاثة والكوش آه. كديفيزي لجوج كديفيزي وهذيك لجوج. السوبيريور كديفيزي لجوج عاوتاني الكيميلان آه. والانغول. Voilà. Ok. Rappel, c'est un petit rappel de l'anatomie du S1. Comme on a vu, puisque le poumon droit, il n'a pas de problème. Il a trois segments, trois lobes. Donc la branche souche se divise en trois directement. Mais le poumon gauche, il a deux lobes. Donc la branche souche se divise en deux. Et son segment, la première division, et il se divisera en deux encore une fois. Pour mimiquer l'aspect de le poumon droit. هبط لا رجع طلع فوق ام فاكين دام لا ديك ايرا انفيريور. شكرا أكرم. صافي سير. Donc voilà, voici le scanner encore une fois, comme vous remarquez les imageries. En fonction du fenêtrage, qu'est-ce qu'on veut étudier. Ici, comme vous le remarquez, fenêtre alvéolaire, parenchymateuse alvéolaire, il y a des opacités diffuses, il y a des hyperdensités diffuses au centre des poumons, ça montre la perfusion. Donc le sang qui reçoit le parenchyme, il est très hyperdense. Alors que si on faisait, par exemple, en fenêtre médiastinale, on allait voir cette blancheur, elle serait grise. Et cet aspect, il serait extrêmement noirâtre parce que c'est de l'air. Le parenchyme, il est rempli d'air. C'est bon? Voici un autre exemple. Comme vous le remarquez ici, la subdivision, les scissures du poumon droit probablement. C'est bon? فينا أكرم. صافي والو لكن غنسولك الى بومو هذاك. Donc maintenant, le dernier examen qu'on peut demander, bon, l'échographie, je pense pas que l'échographie thoracique nous aide beaucoup, mais bon. L'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, donc imagerie en coupe dans tous les plans, c'est comme le scanner, sauf que ça utilise le principe de magnétisme. Indication surtout lors des pathologies cardiovasculaires, cancérologie pulmonaire et une extension nerveuse. Il a une bonne résolution en contraste et temporel. Il nous permet une étude morphologique et fonctionnelle. Alors que le scanner, ce n'est qu'une étude morphologique. Donc l'IRM, il nous permet de voir la perfusion, la cinétique du cœur. Donc on peut étudier les volumes et les débits. Les volumes ventriculaires, voilà, et l'éjection. La contre-indication de l'IRM, vous vous rappelez très bien. On les divisait en plusieurs catégories. Lesquelles? عندك اللي هذوك اللي دايرين لي باتش واللي داير اي حاجه ديال الحديد ولكن هذوك on les dit اللي مي لا بروسيس كنا كنديروا une contre-indication واحد l'adjectif. بلاتي Les contre-indications absolues. Alors que la grossesse est une contre-indication relative. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment létal parce que راه يدير شي واحد l'IRM وهو داير pacemaker, ça peut être létal. Alors que la grossesse, c'est relatif parce que on n'a pas encore une preuve que c'est dangereux, mais juste par précaution. C'est bon? Voilà l'IRM, l'aspect à quoi ça donne. C'est surtout l'étude des perfusions et des volumes et des débits du cardiaque. Voilà, comme on va remarquer le cœur, et les gros vaisseaux. Et voilà. On peut voir les ventricules, ventricule droit, ventricule gauche, septum interventriculaire. Vous remarquez ici les oreillettes, les atriums, etc. Donc voilà, ça nous permet une étude des volumes et des débits. C'est très, très important pour étudier les insuffisants cardiaques et dépister les sténoses ou bien un problème des gros vaisseaux. Voilà notre imagerie IRM. Et ensuite l'échographie thoracique, le dernier examen qu'on peut faire. On va pas vraiment nous intéresser beaucoup parce que les indications de l'IRM et l'échographie thoracique sont rares.
Parce que le scanner et la radiographie sont suffisants pour dépister la plupart des pathologies. C'est bon? L'échographie. Non, je vais vous dire Yassine. لا لا سير. Donc l'échographie, récemment, elle devient de plus en plus importante, surtout pour l'examen abdominal, parce que l'échographie, elle permet de dépister plusieurs maladies. Et en milieu du thorax, elle peut aussi nous dépister de certaines pathologies, comme le pneumothorax, la pleurésie, le processus tissulaire parenchymato-médicinal, pathologie diaphragmatique, ainsi que guidage des ponctions biopsie transpariétale. Vous vous rappelez, la radiographie interventionnelle. Donc c'est l'échographie qui nous permet une étude dynamique. Donc on peut voir plusieurs instants, ce n'est pas une étude statique. Elle est plus utilisée elle est utilisée plus chez les enfants et il n'y a aucune contre-indication, vous vous rappelez. Il n'y a qu'une seule, c'est l'agitation, ça veut dire que le patient est agité. Mais ce n'est pas grand chose, on peut le calmer, on peut lui donner des sédatifs si c'est impossible, etc. Bien sûr, et finalement la radiologie interventionnelle. La radiologie interventionnelle, vous connaissez très bien que surtout en thorax, pathologie thoracique, les pleurésies, les chilleuses, hémopéritoine, ماشي péritoine, hémo... شنو كانت سميتو؟ بنوموثوراكس ولا شنو تقول؟ لا hémothorax. مهم. كاين Lorsqu'on هيموثوراكس وكاين هذاك بيو شي حاجه بيو. Donc, lorsqu'on veut étudier ces liquides, on aura besoin d'une ponction. Une ponction ou bien biopsie pour étudier par exemple une tumeur parenchymateuse. Donc, pour nous guider, on a besoin de la radiologie interventionnelle. La radiologie interventionnelle, vous vous rappelez, on a fait le cours concernant cela. C'était des méthodes de radiographie qui nous permettaient d'orienter notre intervention chirurgicale ou bien intervention médicale. Donc, lors d'une ponction, à l'aide de l'échographie, on pouvait guider notre aiguille. Donc, diagnostic, par exemple, ponction, biopsie guidée par échographie, par exemple, ou bien par le scanner, ou bien lors des thérapeutiques, lors du drainage. Donc, pour insérer le drain et le guider, on a besoin de la radiologie interventionnelle. La radiofréquence pour brûler, par exemple, un tissu. Donc, pour nous orienter où est-ce qu'on veut brûler, ou bien la chimio-embolisation, etc. Voilà, à l'issue d'une réunion de consultation pluridisciplinaire, la RCP, réunion de concertation pluridisciplinaire, ça veut dire que plusieurs spécialités consultent en même temps pour être capable d'avoir cette radiologie interventionnelle afin d'augmenter les pourcentages de réussite de l'intervention. Par exemple, une chirurgie aveugle, c'est difficile. Donc on la faisait anciennement, on ouvrait le patient et on l'étudiait sur le champ. Mais maintenant, à l'aide de la radiologie interventionnelle, elle permettait de nous guider et faciliter l'acte chirurgical. Donc en absence de contre-indication, ça nous permet vraiment de faciliter l'acte. C'est bon? Donc la radiographie du thorax. هذيك لومبوليزاسيون حنا كنديروا لومبول. Dans le cas des tumeurs par exemple, on voulait bloquer ces artères et tuer la tumeur. Tu te rappelles les micro-emboles qu'on a injectés. Très bien. Donc عندك لا سيركيلاسيون ديالها. les nouveaux vaisseaux, très bien. On pouvait les fermer, les bloquer et ça induisait, si ça marche, on tuait la tumeur. Donc la radiographie pour étudier le thorax, il y a plusieurs méthodes et afin d'être capable d'interpréter les pathologies, une connaissance fondamentale de l'anatomie normale est nécessaire avant d'interpréter. Et bien sûr, il faut comprendre chaque examen, ses principes, ses critères de validité, ses indications et contre-indications, afin d'être capable de prescrire un bon examen complémentaire pour bien nous orienter dans notre thérapeutique et diagnostic. C'est bon? Oui. Question pour un champion. On خلي لكم question pour un champion اللي كم نتوما تديروا من بعد. C'est bon? Très bien. Yes.